Alors d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à ces rencontres que je trouve très sympathiques et très intéressantes. Je suis effectivement donc docteur en astrophysique et technique spatiale, et je pense que vous en doutez, le sujet dont on va parler là, c'est pas vraiment le sujet sur lequel j'étais amené à travailler. En tout cas, c'était pas le sujet sur lequel je pouvais m'exprimer lorsque j'étais au CNRS. Parce que, vous le savez, le sujet OVNI, c'est tabou. C'est une anomalie, comme on dit. On va revenir sur cette appellation d'anomalie. C'est quelque chose qui ne rentre pas du tout dans le cadre des lois communément acceptées de la physique et même de la science en général, donc qui pose un grand challenge. Les enlèvements, c'est encore pire. Tout ce qui touche à la conscience, tout ce qui fait réfléchir autrement à notre lien au réel, en fait, même à la définition du réel, sont des choses qui taquinent, qui agacent, en fait, qui perturbent d'une manière très profonde beaucoup de chercheurs, parce que ça remet en cause un paradigme dans lequel on est installé depuis plusieurs siècles. Et c'est de ça on va parler aujourd'hui. Alors, quand je parlais d'anomalie, est-ce que ça marche? Ne cours pas, ne cours pas. Donc j'ai appelé l'exposé, je crois que je l'ai appelé « Fertilité de l'impossible ». Parce que on voit dans l'histoire des sciences qu'à chaque fois, il y a eu plusieurs étapes comme ça, à des moments différents, où on croit qu'on a une représentation du monde, ce qu'on appelle un paradigme en philosophie, qui décrit à peu près notre conception du réel et qui marche bien avec des théories qui permettent de prédire des choses, et tout a l'air de bien fonctionner, à part 2 ou 3 petites anomalies, 2 ou 3 petits bugs. Alors, par rapport à ces bugs, il y a plusieurs attitudes possibles. Soit on fait l'impasse, parce qu'on se dit, bon, il y a suffisamment de choses qui marchent bien, on ne va pas s'arrêter pour 2 ou 3 petits trucs qu'on ne comprend pas. C'était le cas à la fin du 19e siècle, par exemple. Ou alors on décide, ces bugs, finalement, ils sont intéressants, parce que si notre paradigme il marche bien, les bugs, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Alors, c'est ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, 2-3 expériences mal comprises, sur lesquelles se sont penchés quand même des gens, Max Planck, Einstein, quelques autres, quelques entêtés, ça nous a donné la physique quantique. Donc c'est pas... L'histoire nous apprend, l'histoire des sciences nous apprend que souvent ces bugs, ces anomalies, c'est vraiment là qu'il faut regarder, parce que derrière, c'est peut-être la boîte de Pandore pour des nouvelles vérités importantes. Alors, il y a un philosophe américain qui s'appelle Thomas Kuhn, qui était au MIT, qui a écrit un livre important qui s'appelle, en philosophie des sciences, qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », écrit en 1962. Et il décrit assez bien la façon dont les théories, les paradigmes donc, parce que un paradigme c'est plus que théorie, c'est tout un cadre de théorie, toute une représentation du monde, dont les théories sont des éléments, la façon dont ça évolue. Alors ça évolue d'abord, il montre par saut. C'est-à-dire que pendant un certain temps, tout va bien, puis à un moment donné, on sent qu'il faut passer à autre chose. Alors ça peut être parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des anomalies à comprendre, qui vont être le déclencheur du passage à autre chose. Quelquefois, c'est plus subtil. Quelquefois, c'est plutôt comme si certains scientifiques, certains penseurs, certains philosophes, parfois même certains artistes, il y a des convergences, ressentent en eux un appel à autre chose. Ont l'intuition que ça ne suffit pas et que la réalité est quand même autre que tout ce qu'on avait cru. Et ça se manifeste même des fois de façon assez synchronistique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des découvertes ici et là, indépendantes, des découvertes théoriques, des découvertes expérimentales, des faits qui ont besoin d'explications. Et quand ces gens-là commencent à s'intéresser à ça, au début ce sont des rebelles. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Puis petit à petit, il y a une sorte de maturation. Il y a une masse critique qui est atteinte et on passe à ce moment à le nouveau paradigme que les autres vont accepter.
Mais quand on a un changement de paradigme, on a généralement une période de crise. Ce que Thomas Kuhn appelle une crise, c'est justement quand il y a des anomalies, des faits qu'on ne comprend pas, et qui peuvent peut-être réclamer qu'on s'y intéresse. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ce dont on parle ici, ce sont des crises. Disons que ce sont des anomalies qui peut-être font partie d'une crise, nous signalent une crise. Alors, parmi vous, qui a eu des expériences en lien avec les ovnis ou avec les abductions? Oui, c'est pas mal. Qui parmi vous pense que le phénomène ovni est quelque chose d'important? Oui, encore plus. Qui pense que derrière le phénomène ovni, une nouvelle conception de la réalité est peut-être à ébaucher? Waouh! C'est presque l'unanimité, hein. Alors, il se trouve que dans le monde scientifique, il y a quelques personnes qui assez tôt ont perçu ça, que le phénomène ovni était plus qu'anecdotique et que ça méritait vraiment que les scientifiques s'y intéressent. C'est le cas par exemple de Jacques Vallée, que tout le monde connaît, je pense, qui assez tôt, notamment, a noté le lien entre ce phénomène et notre psyché. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a des manifestations physiques, qui laisse des traces, qui se détectent au radar. On en a parlé hier, hein, dans l'exposé de Jean-Jacques notamment, mais qui aussi impacte notre psyché, a l'air d'avoir une communication d'ordre privilégié, voire intime, avec la conscience humaine. Et c'est peut-être en ça que le phénomène est particulièrement une anomalie, parce que c'est pas seulement que le phénomène ovni, on va y revenir là-dessus, bon, il malmène les équations de la physique, les descriptions qui sont données posent des problèmes aux physiciens. Hein, y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique. Mais c'est surtout par rapport à l'interaction de ce phénomène avec notre psychisme, le fait qu'il y ait des phénomènes de prémonition, des phénomènes de synchronicité, des phénomènes où on a l'impression qu'on a une interaction qui est presque de l'ordre de la porosité entre la réalité physique qu'ont étudié les physiciens et le monde intérieur, le monde subjectif, qu'étudient les psychologues, par exemple. Ça, c'est quelque chose que Jacques Vallée a aperçu assez tôt, et d'autres avec lui. Aimé Michel est aussi quelqu'un qui, très tôt... Alors, Aimé Michel est bien connu dans le milieu de l'ufologie, assez peu dans le grand public. C'était quelqu'un qui avait une vision assez visionnaire et originale du sujet, dont il a été un des premiers... On va dire que c'est peut-être un des pères de l'ufologie, puisque dès la vague de 54 en France, il a pu recueillir beaucoup de témoignages de première main et écrire un des livres qui a vraiment fondé la recherche en ufologie. Et très tôt, Aimé Michel disait, le phénomène, en fait, a l'air de nous mettre face à notre futur. Dans quel sens disait-il ça? Pour lui, on était peut-être en présence de civilisations extraterrestres, on était peut-être en présence d'une altérité cosmique, mais on était aussi face à notre destin. On avait probablement dans les manifestations du phénomène ovni des signes de ce qui nous attend. En gros, dans la pensée d'Aimé Michel, c'est que si l'homme est destiné à évoluer, s'il reste sur cette planète, s'il poursuit son chemin d'évolution, on ne sait pas ce qu'il attend, mais c'est un destin cosmique. Et ce que le phénomène ovni a l'air de nous montrer, par petites bribes, à son rythme, à sa façon, c'est presque un reflet de ce que nous serons dans quelque temps. On reviendra là-dessus. Alors, le phénomène ovni, c'est une anomalie qui a beaucoup évolué.
Ça déjà, c'est un point important. Sa forme, sa façon de se manifester n'est pas la même entre ce qu'on en a vu dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années 50-60, puis les années 70, 80 ou encore aujourd'hui. Il y a une évolution, je pense que beaucoup de gens sont conscients de ça, qui en soi est porteuse d'informations. Alors, au début, la plupart des observations étaient des observations assez lointaines. Il y avait aussi un aspect très matériel, il y avait des atterrissages, il y avait des fois des échantillons récupérés, il y avait des interactions sur les plantes, il y avait des choses qui pouvaient être étudiées, mais qui donnaient l'impression qu'on avait affaire à un phénomène essentiellement matériel, faisant penser à des vaisseaux extraterrestres venant nous rendre visite. Comme c'était dans un contexte aussi de guerre froide, bon, il y a eu des suspicions de part et d'autre des camps qui étaient en conflit, mais il y avait l'idée qu'on était peut-être en face donc à des explorateurs qui venaient nous découvrir depuis peut-être qu'on inventait la radio et qu'on mettait des ondes dans l'espace, ou qu'on avait inventé une formidable invention, la bombe atomique. Puis le phénomène a montré aussi une énorme diversité qui a d'ailleurs rendu un certain nombre de scientifiques sceptiques, parce que c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais soit on accepte pas ce phénomène, mais à la limite, c'est too much. C'est too much pour être accepté. Il y a presque quelque chose de paradoxal, parce que certains sceptiques vont dire les gens n'ont rien vu, ce sont des hallucinations, ou ils ont juste confondu la Lune avec un vaisseau extraterrestre. Mais en plus, le nombre de témoignages, la diversité, l'évolution en fait quelque chose qui questionne, là aussi, et qui commence aussi à questionner par rapport à l'hypothèse extraterrestre, pure et simple, puisqu'on sait par exemple que par exemple, à la fin du 19e siècle, il y avait des vaisseaux qui étaient observés qui ressemblaient à des sortes de vaisseaux à la Jules Verne. Donc il y a aussi quelque chose qui a l'air, dans le phénomène, de suivre un peu notre propre représentation de ce que peut être une technologie. Surtout lorsque des descriptions étaient faites de l'intérieur de ces vaisseaux. Donc là, déjà, il y a aussi quelque chose qui est doublement anormal, parce que si vaisseau extraterrestre il y a quelque chose qui en même temps a l'air de refléter des choses venant de notre propre conception de la technologie. Pareil pour les descriptions d'occupants qui étaient vus lors des atterrissages, ce qu'on appelle les rencontres du troisième type. La diversité, elle aussi, avait l'air de poser un problème à l'hypothèse extraterrestre. Soit on suppose que on est vraiment au milieu d'un zoo cosmique où un grand nombre de civilisations, un grand nombre d'espèces, de races, entre guillemets, viennent nous rendre visite à peu près au même moment, pourquoi pas. Ou alors on est face à quelque chose de plus subtil aussi, de plus complexe. Et une des choses que Jacques Vallée, par exemple, avait mis en évidence, c'était que dans certaines de ces apparitions, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à des choses du folklore, des légendes. Et ça, bon, ici, je pense que beaucoup de gens sont convaincus, que ce soit des lutins, des corrigans, toutes sortes de choses, des géants, des cyclopes, jusque dans l'utilisation, on en parlait à midi, dans certains témoignages, de petits êtres avec des baguettes qui ont l'air d'avoir un pouvoir, et une sorte de baguette à la Harry Potter qu'on retrouve dans de nombreuses cultures. Alors il y a aussi une évolution par rapport au cran d'après, c'est-à-dire que ces êtres avaient l'air d'avoir des messages, soit télépathiques, soit sous d'autres formes. Là aussi, il y a une évolution, puisque dans les années 50-60, on avait un certain nombre de gens qu'on disait des contactés, enfin ils se disaient eux-mêmes contactés. Souvent, on se moquait d'eux parce qu'ils avaient un message très peace and love, qui était assez à la mode, où le message était un message écologique. Essentiellement, ne vous détruisez pas, vous allez vous détruire avec vos bombes atomiques, vous malmenez la planète. Et comme c'était le début du mouvement écologique, du mouvement hippie, ça se camouflait un peu dans ce mouvement-là, et c'était pas très pris au sérieux. En plus, on décrivait des grands êtres blonds avec des longs cheveux, donc encore une fois, des choses qui semblaient
contredire une hypothèse extraterrestre simple qui voudrait que d'autres êtres qui viennent nous rendre visite ne doivent pas nous ressembler. Autre anomalie. Et puis les phénomènes des rencontres rapprochées du troisième type ont aussi évolué avec des cas où on a commencé à avoir les premiers cas d'enlèvement entre guillemets, comme le cas de Villas-Boas, où le fermier brésilien s'est retrouvé à bord d'une soucoupe, d'un engin, et avec un premier contact rapproché aussi avec une entité, avec un récit de rencontre sexuelle et la suggestion qu'il y ait une histoire d'hybridation. Première fois où ce genre d'idée apparaît. Bon, alors tout ça ressemble en fait encore jusque-là presque à de la mauvaise science-fiction. On va y revenir d'ailleurs sur les liens entre la science-fiction et ce phénomène. Le cas Betty et Bernay-Hill a été un tournant parce que ça a été considéré comme un des premiers cas pour les scientifiques un petit peu ouverts de se dire c'est peut-être pas juste n'importe quoi, ces histoires de contact direct. Et dans le cas de Betty et Bernay-Hill, il y a clairement l'idée aussi, on va y revenir, ça a l'air d'être en tout cas un des messages véhiculés qu'on a affaire à une visite extraterrestre. Et pourtant, dans ce même récit, il y a des choses qui sont bizarres, qui ont l'air d'être de l'ordre de la métaphore. Par exemple, il y a une discussion sur le temps entre Betty et un des êtres qui nous dit oui, l'être ne comprend pas notre notion du temps. Donc, ce sont des choses intéressantes. Et puis, on revient un tout petit peu là-dessus. Et point important, le docteur Benjamin Simon, qui avait étudié avec des régressions et qui avait travaillé avec Betty et Bernay-Hill, insistait sur le fait qu'ils étaient vraiment convaincus d'avoir vécu quelque chose de réel, et ça c'est quelque chose qui va revenir plein de fois, même dans des cas absolument absurdes en apparence. Il y a cette idée qu'on est face à vraiment une notion de réalité vécue par les gens. Et ça c'est très important parce que ce phénomène vraiment nous parle du réel, de ce qu'on entend par le réel. On va le voir aussi dans un certain nombre de cas, les gens disent avoir eu des expériences où leur perception du réel était plus forte. Je crois que c'est Nathalie aussi qui en parlait. Il y a des témoins qui disent j'ai été amené quelque part, je ne sais pas où, mais c'était plus réel que notre réalité là où nous sommes en train de nous parler. Comme une sorte d'hyper-réalité, comme si ce que nous vivons là, c'est un petit peu ce qu'est le rêve par rapport à notre état de veille. Alors, les années 80 ont fait encore évoluer le phénomène avec quelque chose qui est devenu un petit peu plus sombre. On peut se demander pourquoi. Est-ce que ça accompagne aussi notre propre état collectivement, notre psyché collective avec nos problématiques, nos angoisses? Est-ce que ça reflète aussi les personnalités des gens qui ont travaillé sur ces cas, par exemple Bud Hopkins, David Jacobs, qui recueillent des cas où c'est assez inquiétant. Les scénarios sont des histoires d'hybridation, des histoires on pourrait presque penser de risques d'invasion, où on parle de manipulation, on parle de choses comme ça. Un tournant, ça a été le livre de Whitley Strieber, qui raconte, dans son livre autobiographique, qui raconte ce qui lui est arrivé, ces enlèvements. Après, il y a eu un film et une série qui ont rendu ça très, très, très populaire aux États-Unis. Moi, je me souviens, j'étais aux États-Unis en 91-92 quand la série télé était sortie. Et j'ai découvert d'ailleurs le phénomène des enlèvements à cette occasion, un peu par hasard, parce que les gens n'arrêtaient pas d'appeler sur les standards pour dire, suite à la diffusion du film, qu'ils avaient vécu des choses de ce genre. Alors après, on a quelque chose d'un peu différent avec John Mack, qui était donc professeur de psychiatrie à Harvard, quelqu'un de très respecté, et qui ne s'intéressait pas au sujet au départ, qui a été convaincu
par Bud Hopkins, justement, de s'intéresser à ce sujet avec l'esprit ouvert. Et le 10 janvier 90, il a rencontré Bud Hopkins, il a rencontré les gens qui vivaient ce genre d'expérience. Il a été vraiment profondément bouleversé par leur apparente sincérité, authenticité, et par le contenu aussi de ce qu'ils racontent, de ce que ces gens disent. Et là, il se trouve que par hasard, John Mack connaissait bien Thomas Kuhn, dont on a parlé tout à l'heure. Ils étaient amis d'enfance et ils étaient tous les deux à Cambridge, aux États-Unis, donc ils avaient des échanges assez fréquents. Thomas Kuhn a donné deux conseils assez éclairants à John Mack, qui, pour aborder ces faits et ces témoignages, était un peu désemparé. Il lui a dit d'abord, tu ne préoccupes pas trop de la science, parce que la science, finalement, c'est devenu une croyance, enfin un système de croyance, une religion dans notre culture. Et si tu trouves des choses qui ne peuvent pas être mesurées et observées avec les moyens de la science actuelle, c'est que la science doit évoluer. Donc, il faudra trouver un moyen de connaître expanded, plus vaste, plus adapté à ces nouveaux faits. Et puis, il lui a donné un deuxième conseil. Il lui a dit, prends garde au langage. Hier, Jean-Jacques nous a parlé des leurres sémantiques, de la difficulté à mettre des mots sur ce genre d'expérience. C'est très important parce que Nicolas, dans la petite métaphore de l'expérience hors d'un plan à deux dimensions, on dit que quelqu'un qui sort de sa dimension a beaucoup de mal à trouver les mots pour en parler après. Et on voit bien que dans les témoignages, on a une grande difficulté à exprimer des choses qui ne sont pas de l'ordre de nos ressentis, de nos perceptions habituelles. On n'a pas le langage adéquat. On n'a peut-être pas même les structures psychologiques pour pouvoir en parler. Donc, un des conseils de Thomas Kuhn, c'était de faire vraiment très attention, de ne pas enfermer les choses par le langage. Et notamment, quelque chose que je trouve intéressant, il lui a dit, si tu trouves des dualismes, comme ça existe pas, c'est vrai, c'est faux, c'est là, c'est pas là, ce genre de vision un petit dichotomique entre une chose ou son contraire, il faut se méfier. On est dans un domaine où on a des nuances de gris. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il faut savoir gérer des nuances de gris. C'est intéressant parce qu'il y a autre chose en physique qui nous parle de ça, d'adopter des nuances de gris. C'est la physique quantique. Elle nous dit que dans certains cas, une particule peut être à la fois là et pas là. Elle peut être à la fois une pièce, peut être à la fois sur pile et surface. C'est pas l'un ou l'autre. On peut avoir des choses beaucoup plus nuancées avec la physique quantique. On peut avoir des superpositions de choses possibles qui devraient être contradictoires. Et dans le domaine de la théorie quantique, ce genre de non-dualisme existe. Donc c'est important parce que depuis quelque temps, certains psychologues en plus s'emparent de la théorie quantique pour mieux expliquer certains aspects de la psyché humaine. Dans certains cas, on doit avoir besoin de savoir gérer des choses qui ne sont pas juste blanc ou noir, vrai ou pas vrai. Donc, méfiance aussi, extraterrestre, pas extraterrestre. Il y a peut-être aussi des nuances qu'on doit apporter à chaque pas de notre réflexion dans ce sujet. Suite à son premier livre, Abduction, John Mack a été très critiqué par ses pairs. Par certains d'entre eux, pas tous, pas tous. Il y en a un certain nombre qui, au contraire, ont trouvé que c'était très courageux et qui admiraient sa méthodologie. Il y a quand même eu une cabale pour essayer de le faire partir de l'hôpital psychiatrique de Harvard, mais en fait, sa méthodologie était très rigoureuse et sur le plan éthique, il n'y avait rien à dire, donc il a réussi à contourner ces attaques. Bien. Ce qui est important dans le travail de John Mack, c'est le fait d'avoir insisté sur le fait que les gens sont persuadés que c'est réel ce qu'ils ont vécu, même si c'est absurde. Et il parle, le terme qu'il emploie, c'est d'un choc ontologique. Un choc ontologique, c'est-à-dire que on est face à une réalité
qui est très dérangeante et pourtant c'est réel. Et donc ça met en mouvement, ça oblige à réagir. Ça met sur un chemin de transformation, d'évolution, d'ordre développement personnel, spirituel, que John Mack observe chez beaucoup de gens. Donc ça, c'était nouveau, parce qu'avant, avec David Jacobs, tout ça, on observait assez peu ce phénomène de transformation. Au-delà de la peur, au-delà de l'aspect traumatisant des expériences, au-delà de l'aspect absurde ou dérangeant, il y a un chemin qui peut être entamé, et les personnes qui font ce chemin finissent par voir le phénomène autrement, avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup moins angoissant qu'avant. Donc là encore, on voit dans le phénomène une interaction entre ce qu'il est, ou en tout cas ce qu'il prétend être, ce qu'il nous montre, et l'état intérieur. Dans certains des témoignages de John Mack, des gens qui au début voyaient des phénomènes extrêmement angoissants avec des êtres reptiliens monstrueux, violents, et vraiment le film d'horreur, en travaillant sur leur expérience, on finit par avoir un phénomène qui évoluait complètement. C'était plus les mêmes êtres qui apparaissaient après, c'était des êtres beaucoup plus doux, attentionnés, des êtres de lumière, etc. Donc on a cette interaction entre l'état intérieur et la manifestation du phénomène qui pourtant a l'air de venir de l'extérieur. Quelqu'un qui a vu ça aussi, c'est Kenneth Ring, qui est un psychiatre américain qui, lui, travaillait surtout sur comme Raymond Moody et ce genre de scientifiques, sur les personnes qui ont des expériences au seuil de la mort et qui reviennent et qui en parlent. Et Kenneth Ring a noté quelque chose d'intéressant, c'est une similitude entre les gens qui ont ce genre d'expérience et les gens qui parlent d'expériences d'enlèvement, dans la mesure où, dans les deux cas, ce sont des expériences qui provoquent ce choc ontologique. On est tout d'un coup face à une autre réalité, en tout cas notre conception de la réalité, notre expérience de la réalité est bigrement bousculée, et ça met sur un chemin de transformation avec des choses extrêmement semblables. Par exemple, préoccupation écologique, changement des valeurs, des gens qui quittent leur métier pour faire des activités comme la guérison ou se mettre au service de communautés. Donc des phénomènes de transformation suite à ces événements déclencheurs. Et on a aussi quelque chose qui est un peu semblable dans le processus. On a quelque chose qui fait penser au mythe du héros, où on a un personnage qui se retrouve transporté ailleurs, hors de son environnement quotidien et rassurant, qui doit affronter des choses et qui revient, porteur d'une nouvelle vérité. Alors, ce phénomène aussi nous apporte beaucoup d'informations. Et une anomalie comme celle-ci est doublement intéressante parce que déjà, elle pose des questions parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de notre vision du monde. Mais en plus, il y a de l'information. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui devraient même intéresser les physiciens. Il est beaucoup question, donc, je l'ai dit, d'une hyper-réalité. Certaines personnes parlent d'une perception du temps différente, parlent du fait de percevoir tout d'un coup des dimensions supplémentaires. Bon, ils ont beaucoup de mal à en parler après. Nous disent qu'ils sont dans un endroit où ils ont l'impression que notre espace-temps à 3 dimensions se trouve inclus dans cette autre réalité avec une dimensionnalité supérieure. Alors, est-ce que des êtres en avance sur nous ont accès à cette dimensionnalité, savent y naviguer, savent s'en servir pour voyager, savent y rentrer, en sortir, ce que nous ne savons pas encore faire, peut-être. Est-ce que d'autres dimensionnalités hébergent des formes de vie, des formes d'intelligence? Est-ce qu'il y a un lien, effectivement, avec ce que vivent
les gens au seuil de la mort. Parce que quelque chose que j'ai pas dit, mais c'est que dans certaines expériences d'enlèvement, on voit des défunts aussi. Donc ça aussi, c'est porteur d'informations. Dans beaucoup de témoignages, il y a des perceptions de grandes accélérations dans des choses qui ressemblent à des trous de verre, qui ressemblent beaucoup, en tout cas, aux trous de verre des physiciens, avec beaucoup de structures tubulaires, des tubes de lumière, où la lumière n'est pas comme la lumière qu'on connaît, avec aussi, très important, une approche de la matière qui a l'air différente, où les gens ont l'impression tout d'un coup de se sentir désintégrés, comme s'ils étaient réduits à l'état juste de molécules, se sentent traverser des fenêtres, des murs, des portes. Quand on lit certains témoignages et qu'on connaît un peu la physique quantique, on dit ça ressemble quand même vraiment beaucoup à des choses qui nous parlent de la matière à l'état quantique, comme si une technologie ou une civilisation ou d'autres civilisations ou nous dans le futur, peu importe, était capable de manipuler tout ça. Et on n'est presque pas loin de le faire, en plus. On va dans cette direction, donc il y a des convergences. Je reviendrai sur l'idée de convergence. Dans certains témoignages, il semble que la technologie soit pilotée par la pensée. Ce sont des choses qu'on est en train d'apprendre à faire, de plein de façons d'ailleurs. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ce sont des choses qui sont... c'est pas seulement de la science-fiction, ce sont des choses que les physiciens envisagent, c'est qu'on puisse piloter une technologie juste par la pensée. Et enfin, peut-être un point le plus troublant, le plus important, parce que sur le plan de la philosophie, c'est celui qui pose le plus de questions, c'est la distinction entre le monde objectif, donc c'est le monde qu'étudie la physique, depuis quelques siècles, en disant il existe une réalité extérieure, unique, objective, la même pour tout le monde, qui pourrait exister sans nous, et c'est dans cette réalité que se déroulent des phénomènes que la science va observer. Ça, c'est le monde extérieur. Et on arrivait à un paradigme où on est presque en train de nous dire il n'y a que ça qui compte. Finalement, notre conscience est juste une illusion, une émergence, c'est le fruit d'un cerveau. Mais en fait, il n'y a que la matière qui compte. Et puis, il y a ce monde subjectif qui pourtant fait l'essentiel de notre vie, de notre expérience. On a ce monde subjectif avant tout pour faire l'expérience du réel. Et les deux choses ont été très cloisonnées, au moins depuis quelques siècles. Ça n'a pas toujours été le cas. Et là, on a un phénomène qui est là de nous dire, mais non, il y a de la porosité entre tout ça et révisez votre copie. Alors, quand on regarde, par exemple, certains témoignages, sont des expérienceurs qui travaillent avec John Mack. Vous voyez, ils parlent de cette autre dimension. Je vous laisse lire le genre de choses qu'ils disent. Jim parle de possibilités dimensionnelles sans limite. Lui est persuadé que ce sont des extraterrestres, enfin c'est l'information qu'il a eue, mais qui sont effectivement capables de maîtriser tout ça, et ce qui permet d'avoir des déplacements, un contrôle de la matière qui est hors de notre compréhension, parce que c'est non local, c'est en dehors du temps et de l'espace. Bon, moi, si j'étais un physicien un peu ouvert, je me passionnerais pour ce que les gens ont à dire. Parce que ça nous parle du réel, ça nous parle de notre monde, mais ça nous dévoile quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus passionnant. Ça, c'est pour montrer que, par exemple, notre notion de l'espace, elle a beaucoup changé depuis Descartes, Newton, de concevoir l'espace comme juste un cadre plat, neutre, passif, à quelque chose de mouvant et de dynamique, comme avec la relativité d'Einstein, et puis avec la physique quantique, où c'est quelque chose d'encore beaucoup plus complexe. Mais là, ça nous dit des choses sur l'espace et le temps qui sont encore plus bouleversants. Bon, l'idée qu'il y ait des dimensions supplémentaires, la physique, elle commence à s'y habituer, déjà depuis les années 20, où on a posé qu'il puisse y avoir une cinquième dimension, c'est-à-dire une quatrième dimension d'espace.
Avec la théorie des cordes, depuis les années 90, on en est à 7 dimensions supplémentaires d'espace. Bon, ce sont des dimensions dont nous ne faisons pas l'expérience au quotidien parce qu'elles seraient repliées sur elles-mêmes des toutes petites dimensions à l'échelle de Planck. Donc, on n'en a pas de perception, mais elles sont là. Et c'est comme si, au cours du Big Bang, 3 de ces dimensions avaient grandi avec le Big Bang, mais que les autres étaient restés, on ne sait pas pourquoi, à ces échelles très petites. Il y a d'autres modèles d'univers parallèles où il y a des dimensions supplémentaires, où cette fois, on peut avoir différentes topologies d'univers parallèles. Mais l'idée des univers parallèles, c'est dans l'air. Il y a tellement de modèles, tellement de théories qui en parlent, qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Souvent, quand on est en période de changement de paradigme, un des critères qui prouve, enfin qui semble montrer qu'on est dans une période de crise fertile, c'est qu'il y a plein de modèles qui apparaissent en même temps. Alors tout le monde n'a pas raison en même temps, mais il y a une sorte d'effervescence, de théories nouvelles qui apparaissent pour parler d'un même sujet qui pose problème. Et le fait qu'il y ait en ce moment beaucoup de théories qui n'ont rien à voir avec les ovnis, qui sont vraiment motivées par des questions de physique, mais qui nous parlent d'univers parallèles, qui nous parlent d'autres dimensions, est sans doute un signe que ça, on va vers une conception du réel qui va changer. Alors, il y a par exemple, dans certaines théories, qui prévoient qu'on pourrait voyager plus vite que la vitesse de la lumière, de façon presque non locale, en utilisant pas la physique quantique, mais en utilisant la relativité générale, c'est-à-dire le fait qu'on pourrait déformer l'espace-temps de façon à se déplacer très très rapidement. C'est un petit peu comme si vous vouliez déplacer, je sais pas, un verre de vin sur une nappe. Soit vous poussez le verre de vin sur la nappe, ça c'est le déplacement, comment on conçoit le déplacement, on pousse les choses. Ou alors, vous repliez la nappe pour rapprocher le point de destination du point de départ, vous les superposez et hop, vous n'avez même plus besoin de bouger le verre, il est transporté instantanément parce que c'est la nappe que vous avez déplacée, c'est l'espace-temps que vous avez manipulé. Bon, ça, il y a des gens qui y pensent. Ça révolutionne complètement le paradigme de dire on ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière et s'il existe des civilisations, elles sont séparées, on ne les verra jamais, etc. La notion d'énergie du vide aussi, qui fait que le vide n'est pas vide en physique quantique, il est plein d'énergie, et il y a des choses dans certains témoignages qui ont l'air de nous dire que peut-être ces technologies, quelle que soit leur source, utilisent des choses de cet ordre. Les trous de verre, bon, j'en ai parlé. Bon, c'est une invention de l'esprit humain dans le sens que c'est une prédiction des théories d'Einstein, mais maintenant on sait que les trous noirs déjà existent et on pense que les trous noirs peuvent être des entrées vers des trous de verre. Les trous noirs, on a fait des détections l'an dernier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles. On a des preuves expérimentales maintenant de plus en plus des trous noirs, et les trous de verre, on n'est pas loin. Je ne sais pas si je pense en parler là, mais par exemple, pour les trous de verre, Kip Thorne, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, a fait un gros travail sur les trous de verre pour prouver qu'effectivement, ça pourrait être un moyen de voyager entre un point de l'univers et un autre, même de remonter dans le temps. Et s'il a fait ce travail, c'est parce que Carl Sagan en avait besoin pour les besoins de son livre, Contact, et il a demandé à son ami Kip Thorne de faire des calculs un peu sérieux pour que son idée qu'une civilisation extraterrestre avancée pourrait utiliser des trous de verre, voilà, il voulait que ce soit un peu cohérent, un petit peu rigoureux, et ça a donné idée à une équipe scientifique de Caltech de très haute volée de faire des calculs qu'ils n'auraient pas fait autrement, qui montrent que c'est pas impossible. Pareil, par rapport aux notions d'énergie, de vibration, il y a des travaux qui sont dans les laboratoires en ce moment qui sont vraiment intéressants parce qu'ils sont pas loin de nous parler de choses comme ceux dont nous parlent certains expérienceurs. Voilà, lorsqu'ils sont en lévitation
dans un tube de lumière ou ce genre de choses, la lumière qui traverse la matière, qui a l'air d'être utilisée pour sonder les choses. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La notion du temps. Par exemple, vous savez, dans Matrix, il y a une scène où il arrête les balles. Il y a quelque chose exactement comme ça qui a été vécu par un des expérienceurs avec qui a travaillé John Mack. C'est Koya True Blood, qui il a été, à un moment donné de sa vie, il a été béret vert, et au milieu il a toujours eu l'impression qu'il avait un ange gardien, il y avait des gens qui prenaient soin de lui, et au plus fort de certaines batailles, il lui arrivait de voir tout d'un coup le temps se figer, ce qui permettait, il voyait les ennemis, les soldats ennemis se figer au ralenti, ce qui lui permettait soit de s'en aller, ou alors il voyait les balles ralentir, il voyait les balles comme si tout d'un coup il avait une perception du temps qui était différente de celle des autres. Et pour lui, très clairement, c'était associé au phénomène qui le suivait depuis le début de sa vie. Il a eu aussi des voyages en soucoupe volante, enfin toutes sortes de choses. Alors justement, c'est que True Blood était un Cherokee, un Amérindien. Et John Mack a beaucoup travaillé avec des chamans et des gens de culture aborigène, des Amérindiens, des chamans d'Afrique du Sud, enfin d'un peu partout. Pourquoi ? Parce que suite à son livre Abduction, un certain nombre de ces chamans ont trouvé qu'il avait une approche qui était très saine. Il était à la fois rigoureux, avec une culture occidentale, en même temps il était ouvert, il était dans l'empathie, et il avait l'ouverture d'esprit et l'absence de jugement qui leur permettait d'aller le voir et lui dire, mais vous savez, nous en tant qu'Indiens, en tant que aborigènes, de culture aborigène, ce phénomène, on connaît bien, mais on nous pose jamais la question. On a aussi des choses à dire sur ce phénomène. Et ces peuples des étoiles, c'est dans nos cultures depuis longtemps, c'est dans nos traditions, c'est dans nos légendes. Nous aussi, on voit des petits gris, nous aussi, on voit... Et on a aussi des choses à dire intéressantes dessus. Seulement, ces sujets ont été un petit peu confisqués par la science occidentale. Et si vous me posez la question, on peut vous dire des choses. Donc, dans un deuxième livre qui a été écrit en 99, John Mack donne beaucoup plus la parole à ces gens d'autres cultures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est un phénomène qui non seulement donc veut nous faire réfléchir à notre conception du réel, mais c'est un phénomène aussi qui nous renvoie à notre propre éthique, à notre propre façon d'aborder notre monde à nous, notre monde terrestre, humain, nos cultures, et qui nous encourage en fait à être dans l'écoute d'autres traditions et d'autres philosophies pour redonner du sens à notre existence terrienne. Et toujours avec cette idée d'une urgence écologique aussi. Par exemple, une des personnes qui va voir John Mack est né dans la forêt amazonienne d'une tribu, une toute petite tribu d'Amazonie. Bon, il a par ailleurs une carrière au Smithsonian à Washington, donc quelqu'un de brillant, d'intelligent, et il a essayé justement de réconcilier on va dire le camp occidental avec les cultures d'Amazonie, notamment avec l'urgence de protéger la forêt et avec une philosophie. Il y a eu beaucoup de mal à réconcilier les deux. John Mack l'a aidé d'ailleurs parce que pour lui, c'était vraiment difficile de réconcilier une vision du monde avec une autre qui ont l'air tellement antagonistes. Nous revoici encore dans cette difficulté de joindre des antagonismes. On est au cœur de cette question. Et il y a des choses très métaphoriques dans les expériences de Bernardo Peixoto, par exemple. Lorsqu'il a vu un jour 3 êtres clairement humanoïdes, entourés de lumière, qui survolaient, enfin en lévitant un cours d'eau, il s'est adressé à eux, enfin l'un d'eux qui avait l'air d'être comme un traducteur, qui avait l'air de communiquer télépathiquement avec lui, il lui a dit « Mais d'où venez-vous » Et cet être télépathiquement lui répond « Nous venons de nulle part ».
Et ça ressemble... on parlait hier du côté facétieux un peu du phénomène. Des fois, dans les réponses données, on a l'impression qu'il y a des devinettes. On a l'impression qu'il y a presque du jeu. Il faut deviner. Hein. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça l'a beaucoup troublé. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, nous venons de nulle part? Et pour lui, rapidement, il a compris que ça voulait dire quelque chose de très profond. Ça veut dire, nous venons de partout. Si on vient de nulle part, ça veut dire qu'on vient de partout. C'est-à-dire qu'on est là. C'est-à-dire qu'on est tout le temps là. C'est quelque chose qui est répété par beaucoup d'expérienceurs. C'est l'idée que finalement, c'est juste un voile qui se déchire. C'est pas une réalité qui se trouve à des milliards d'années-lumière. C'est juste là, partout. Simplement, c'est comme si on était désaccordé, qu'il fallait s'accorder autrement, hein, changer de station de fréquence pour voir ce monde-là, pour voir ces coulisses de la pièce de théâtre. Donc vous voyez, ça a l'air d'être un peu en désaccord avec une vision extraterrestre pure. Ah oui, aussi, il dit à l'être, pourquoi vous avez de grands yeux? Parce que l'être a de grands yeux. Il dit, parce que nous voyons plus que vous. On peut comprendre de façon métaphorique. Bon, c'est que True Blood, j'en ai un petit peu parlé, donc je vais passer. Simplement, lui, ce qu'il dit, c'est que pour lui, il existe une infinité d'êtres, et il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'on appelle les E.T., nous, et toutes sortes d'autres êtres. Pour lui, notre terme extraterrestre est une autre expression de notre séparation de l'esprit, de la source. Dans certains témoignages dans les cultures autochtones, il y a l'idée que finalement ces êtres peuvent changer de forme. Hein. Ils peuvent apparaître comme ce sont pas des esprits. Hein. C'est différent des esprits des ancêtres. Il y a une altérité vraiment différente. C'est autre chose. Mais cette autre chose peut se manifester sous forme d'animaux, sous forme d'humanoïdes, voire sous forme d'humains, ou peuvent se rendre invisibles. Il y a aussi une idée qu'on retrouve, qui est importante, c'est que si ce phénomène est vu, c'est qu'il a envie d'être vu. S'il veut rester invisible, il peut rester invisible. Même quelque chose qui est encore plus subtil que ça, c'est que si ce phénomène se laisse voir, c'est qu'il y trouve un intérêt. C'est à travers le fait de se laisser voir qu'il peut nous observer, qu'il peut nous sonder, qu'il peut nous étudier. Il nous étudie en train de voir le phénomène. Il étudie nos réactions, nos émotions. Ça, c'est un peu récurrent aussi dans certains témoignages. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est presque... Ça fait penser encore à la physique quantique, ça. Vous savez, vous ne pouvez pas observer quelque chose sans le modifier. Hein, si vous éclairez une particule pour observer, vous la perturbez. Vous n'observez pas une chose sans cette interaction. Il y a une sorte d'intersubjectivité dans le phénomène. C'est peut-être aussi pour ça qu'il nous paraît si intime, qu'il a l'air de si bien nous connaître, et qu'on a l'impression de le reconnaître, comme s'il s'établissait un lien très très fort dans cette interaction. C'est pas soi, c'est autre chose, c'est un autre, mais il y a un mélange de j'observe, je me laisse voir, comme ça je t'observe, en train de m'observer, etc., etc. C'est presque un effet Larsen. Donc, cette distinction entre le subjectif et l'objectif, clairement, ce phénomène le met le questionne, c'est le moins qu'on puisse dire. Un philosophe qui s'appelle Michael Grosso a proposé l'idée d'une sorte de troisième zone de réalité qui n'est ni l'un ni l'autre, purement intérieur, purement extérieur, mais qui est une sorte d'entre-deux. Ce sont des idées qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres philosophies. Hein. Ça, c'est pour dire que oui, ce que je disais sur la physique quantique qui nous dit que finalement le monde extérieur n'existe pas vraiment parce qu'il est toujours perçu à travers un œil subjectif, un regard intérieur. Et puis l'idée qu'il puisse y avoir une troisième zone de réalité ou une autre forme de réalité que celle dans laquelle on est en ce moment en train de se parler, c'est une idée qu'on trouve déclinée de plein de façons. C'est ce que le physicien Bernard d'Espagna appelle le réel voilé, c'est ce que d'autres vont appeler... finalement, c'est le monde des idées de Platon aussi. Il y a plein de façons de retrouver ça au cours des siècles chez différentes personnes. Mais il y a cette idée que ce qu'on voit là n'est que la projection de quelque chose de plus vaste, de plus complet, qui est une vraie réalité qui, elle, est un peu dissimulée à notre expérience. Peut-être qu'on la retrouve
peut-être qu'on la retrouve après la mort, peut-être qu'on peut s'y émerger et l'explorer quand on a atteint un certain stade de technologie. En tout cas, beaucoup de gens nous en parlent. Et ça rejoint aussi l'idée de synchronicité, cette idée d'ordre invisible. Et je voudrais en parler parce que comme Jean-Jacques disait hier que Jung avait bien perçu le fait qu'il y avait quelque chose d'archétypal dans le phénomène OVNI, il l'avait vu dès les années 50, eh bien, Jung, qui nous a beaucoup parlé de synchronicité, nous montre qu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas de concordance, pas de lien causal, et qui pourtant vont converger pour donner un résultat qui a du sens. Alors pourquoi je parle de ça ici? Parce que on a ici plein d'hypothèses. Il y a des gens qui aiment bien l'hypothèse extraterrestre, que le phénomène OVNI sont des civilisations qui viennent nous voir. Ils ont peut-être leur mobile qui leur est propre. Peut-être, oui, peut-être effectivement, pourquoi pas un programme génétique, pourquoi pas un programme d'observation, pourquoi pas d'autres choses. Mais il y a quelque chose qui nous parle beaucoup plus directement, qui nous fait avancer, qui nous amène à réviser notre conception du réel et qui a l'air d'être plus du domaine de la psyché. Alors, est-ce que c'est antagoniste? On pourrait dire a priori, oui, il faut choisir son camp. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, un conseil que Thomas Kuhn a donné à John Mack, il faut être plus subtil que ça. Il n'y a peut-être pas besoin de choisir son camp, il y a peut-être des choses qui en fait sont... Tout est vrai. Et on peut tout à fait imaginer, ça c'est une hypothèse que je formule, c'est que par synchronicité, il y a effectivement des choses, voilà, des agendas extraterrestres qui nécessitent certaines choses. Ce sont peut-être pas d'ailleurs des extraterrestres, mais en tout cas des créatures extra-humaines, d'où qu'elles viennent, qui interviennent parce qu'elles ont des choses à faire, mais ça participe aussi de quelque chose, d'un plan supérieur, où l'être humain et la psyché humaine est pleinement impliquée. Une sorte d'heureux hasard pour nous faire avancer. Combien de temps il me reste? 5 bonnes minutes. Alors, 5 bonnes minutes, je vais juste rapidement dire un mot de l'hypothèse extraterrestre, parce qu'à la lumière du phénomène OVNI, c'est quand même intéressant de voir qu'elle a beaucoup évolué, cette hypothèse. D'abord, il y a eu d'abord l'idée d'une altérité venue de l'espace, que les mondes soient la pluralité des mondes habités, c'est une idée qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité. Elle a eu des hauts et des bas en termes d'optimisme ou de pessimisme avec la science, selon qu'on a eu l'impression qu'on était seul ou qu'au contraire, l'univers était foisonnant de vie. On est plutôt dans un regain de cette deuxième opinion en ce moment. On pense qu'effectivement, il y a de la vie peut-être partout. Ce qui est intéressant, c'est aussi que la façon dont cette interaction entre l'humanité et d'autres formes de vie extraterrestres est envisagée a aussi connu beaucoup de montagnes russes. On dirait qu'il y a un lien, là encore, qui est vraiment une question ouverte, entre l'imagination qu'on a par rapport à cette question et la façon dont le phénomène se manifeste. Est-ce que c'est une manipulation de la part du phénomène pour se dissimuler, pour se faire passer pour autre chose? Est-ce que c'est parce qu'il nous répond d'une façon synchronistique? Est-ce que dans la science-fiction, par exemple, ou l'imagination des auteurs qui ont imaginé des contacts, il y avait de la prémonition? C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et effectivement, Bertrand Meheux fait partie des gens qui ont remarqué ces similitudes qu'il y avait, par exemple, entre des récits, même des pulps des années 20-30, et des récits d'abduction ou de contacts extraterrestres, entre guillemets, modernes. Donc, est-ce que ce sont des coïncidences? Est-ce que c'est de la prémonition? Est-ce que c'est des sortes de résonance qui font qu'on se prépare aussi peut-être à certaines choses. Et encore une fois, si le phénomène
décide quand il veut être vu ou pas, et décide de l'information qu'il veut nous donner sur lui-même, ce qui semble être le cas, il est bien évident que même l'idée qu'on se fait d'un contact avec d'autres formes d'intelligence, peut-être certaines de ces idées peuvent être disséminées dans notre culture sans que ce soit en gros totalement de notre fait. Hein. Dit autrement, si certaines informations concernant le phénomène extraterrestre ou le phénomène ovni, pour être plus juste, se mettent dans notre culture, ça ne passe pas inaperçu du phénomène. C'est probablement voulu. Un exemple de ça, et puis peut-être que je terminerai là-dessus. Dans le cas Betty et Bernie, on sent bien qu'il y avait de la part du phénomène, quel qu'il soit, une volonté de donner de l'information, puisqu'il s'est présenté comme un phénomène d'origine extraterrestre. D'ailleurs, Betty Hill, sous hypnose, a été capable de redessiner une carte. Vous connaissez tous, je pense, l'anecdote, que des années plus tard, je crois qu'elle était professeure d'astronomie ou de maths, je ne sais plus, Marjorie Fish, a rencontré Betty Hill, a été très impressionnée par cette carte, et elle a travaillé sur un modèle 3D, et elle a dit « Ah, mais ça ressemble vraiment à cette région du ciel, et ces êtres, peut-être, viendraient de Zeta 1 et de Zeta 2 du réticule. » Alors, toujours est-il que si de l'information est donnée, il y a une raison. Quel est l'intérêt du phénomène? À laisser croire, à laisser penser qu'il est extraterrestre et que ces êtres que Betty, avec qui Betty s'est entretenue viennent de Zeta du réticule. D'ailleurs, je revoyais une interview récente de Betty où elle disait que l'être avait beaucoup d'humour, c'était très plaisant, donc on était très très loin d'une interaction traumatisante comme on en entend beaucoup. Ah. Ça, c'est peut-être le signe qu'il faut que je m'arrête, si on arrive au bout. Bon, j'allais parler, j'ai pas le temps, mais j'allais parler de la vision qu'on a aujourd'hui de la vie dans l'univers. Et en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a tout un tas de signes qui vont dans le sens que, après des périodes de pessimisme, vous savez, ce fameux paradoxe de Fermi, hein, dont on parle tout le temps, quand en 1950, le physicien Enrico Fermi avait commencé à réfléchir au fait que, bah oui, après tout, même si on n'a que des probabilités pour parler d'apparition de la vie, pour parler d'émergence d'une civilisation, etc., de toute façon, il y a tellement d'étoiles dans la galaxie, tellement de galaxies dans l'univers, que de toute façon, à un moment donné, ils devraient déjà être là. Donc pourquoi on ne les voit pas? Alors, la question déjà, ce paradoxe de Fermi qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a plein de scénarios pour essayer d'expliquer pourquoi on ne les voit pas. Déjà, première, pour moi c'est presque une dissonance cognitive, c'est que ces gens-là ignorent totalement le phénomène qui nous intéresse ici, alors qu'il est pourtant sous nos yeux. Deuxièmement, quand on parle du paradoxe de Fermi, il y a un corollaire qui est arrivé 10 ans plus tard, en 1960, c'est Frank Drake, qui est un radioastronome, qui a eu le même genre de raisonnement, le même genre de calcul, en disant, bon ben voilà, avec le nombre de civilisations qui devraient exister, on devrait les entendre avec notre radioastronomie. C'était le début des radiotélescopes. Il y avait l'idée de les pointer vers des étoiles pour essayer de détecter d'éventuels signaux artificiels. Et ce programme SETI, comme vous savez, a quelques petites anomalies près, mais qui n'ont pas été reproductibles, donc tout le monde balaye un peu rapidement. Bon, globalement, c'est pas très concluant. On a l'impression que c'est assez silencieux. Je me souviens une fois dans une discussion que j'avais eue avec Élie Michel, qui me disait oui, c'est quand même très étrange que l'univers soit à ce point silencieux, alors qu'on a l'intuition qu'il grouille de vie. Mais comme disait Edward Snowden, avec beaucoup de perspicacité récemment, il disait mais nous on commence déjà depuis peu à crypter toutes nos données. Il est évident que si des civilisations ou des êtres n'ont pas envie d'être perçus, voilà,
on verra que du bruit, on ne saura pas distinguer quelque chose de naturel de quelque chose d'artificiel. Encore une fois, c'est un phénomène qui se manifeste parce qu'il veut se manifester, sous la forme qu'il veut, sous la forme d'animaux s'il a envie, sous la forme d'humanoïdes s'il a envie, et s'il a envie de rester silencieux, que ce soit par des écoutes radio, que ce soit par le fait de ne pas atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche parce qu'il n'a pas envie, ben il ne le fera pas. Donc déjà par rapport à ce questionnement du paradoxe de Fermi, il est très mal posé dès le départ. Voilà. Et donc pour conclure, je voudrais juste dire que y a quand même une convergence très étonnante en ce moment entre, d'une part, ce phénomène qui a sa propre dynamique et qui évolue et qui a l'air d'avoir des choses à nous dire, à son rythme et peut-être pour ses raisons propres, d'autres types d'expériences qui sont aussi des anomalies, qui sont de l'ordre de la parapsychologie, qui sont du domaine, par exemple, des expériences de mort imminente, et tout un tas de choses qui vont aussi nous bousculer pour essayer de nous faire bouger dans notre paradigme et nous mettre face à autre chose par rapport à nous-mêmes et ce qu'est la réalité. Tout ça converge, et même les théories des physiciens, qui pour l'instant sont un peu dans le paradoxe, parce qu'ils nous parlent d'univers avec des dimensions, d'univers parallèles. Il y a même la physique quantique qui nous dit que la conscience joue un rôle, mais en même temps, il y a une sorte de refus encore d'accepter qu'on puisse parler de la conscience quand on fait de la physique, à part quelques exceptions. Mais tout ça converge, tout ça accélère, et on sent que c'est pas pour rien. Il y a peut-être une grande synchronicité cosmique à l'œuvre, parce qu'on sait bien que si on continue comme on le fait en ce moment, on fonce dans le mur. C'est aussi un message qui nous est répété, et que finalement, le futur nous appartient. Voilà. Je vous remercie.